Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. C'est bien l'échiquier international en direct de HAL 24 News. Le plan américain pour une paix durable en Ukraine, enfin dévoilé par l'agence Bloomberg. Les 4 points essentiels émergent pendant que le secrétaire d'État américain Marc Rubio entame sa visite en France afin d'y exposer le plan en question de son administration. Tout de suite, les développements. Alors, on l'aura compris, les États-Unis proposent un plan quand même de sortie de crise de l'Ukraine. Et pour en parler ce soir avec nous, Manuel Pouchelet, expert en géopolitique en direct de Paris. Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Nous rejoindra également Dimitri Dekochko, journaliste français, dans un petit instant. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, le décor est planté. Les États-Unis s'impatientent de trouver une fin à ce conflit ukrainien ou cette crise ukrainienne. Aujourd'hui, ils proposent donc un plan, selon Bloomberg, 4 points essentiels ont émergé ou sont sortis du lot de ce plan. Bien entendu, il s'agira d'un assouplissement des sanctions. Il s'agira d'aller également peut-être vers plusieurs points comme par exemple un cessez-le-feu durable si la Russie accepte. Mais la question qui se pose, Manuel Pouchelet, et aujourd'hui, est-ce que la solution est entre réellement les mains de Moscou, des États-Unis ou bien tout simplement de l'Union européenne ? Je pense que la solution sur ce conflit en Ukraine, si vous voulez, est entre les mains de plusieurs parties en présence. Je pense dans un premier temps la Russie, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, les États-Unis, puisque Donald Trump en avait fait, si vous voulez, un engagement politique au cours de son programme. Et enfin, au niveau de l'Union européenne, je vous ferai remarquer que la visite du secrétaire d'État américain à Paris est quand même un événement. C'est-à-dire qu'en Europe, les États-Unis ont pris la pleine mesure que la France était un go-between important dans la table des négociations, puisque toutes les parties en présence, enfin surtout les Américains et les Français, ainsi que les Britanniques, ont rencontré M. Zelensky. Je pense qu'aujourd'hui, vous remarquerez, comme on dit en diplomatie, s'il n'est pas à la table des négociations, c'est qu'il est au menu. Je pense que Donald Trump aussi cherche des résultats, parce que ces derniers temps, vous savez, ces tergiversations sur l'union douanière ainsi que la politique interne avec les universités bousculent son administration avec des risques d'instabilité assez tenaces. Et donc, il cherche aussi, en termes de timing, à essayer de retrouver une sorte de réussite. Et il l'espère réussir, si vous voulez, sur ce sujet qu'est le plan, on va dire, de paix. On peut parler de plan de paix entre la Russie et l'Ukraine. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que les solutions sont délicates. On parle d'une occupation de territoire, mais l'an dernier, M. Poutine avait déclaré que cette partie de l'Ukraine était devenue territoire russe. En même temps, pour M. Zelensky, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il avait aussi, de son côté, n'arrivait plus à avoir le contrôle de ces territoires qui sont principalement situés à l'est de l'Ukraine. Donc, quelque part, vous savez, ce genre de plan, on l'espère, va fonctionner. Je pense qu'on a épuisé tout type de solution de paix. Pensons aussi aux dernières déclarations de M. Lavrov, où finalement il avait décidé et déclaré, puisque c'est la voix du président Poutine également, ne l'oublions pas, que pour faire la paix, il fallait que l'on écarte les nations qui étaient, on va dire, belligérantes ou qui souhaitaient poursuivre ce conflit en tout cas. Oui, très bien. Alors, Manuel Pouchelet, on va voir ensemble, avant de poursuivre notre discussion, justement ce sujet signé Safwan Ben Sabri, sur lequel il revient sur les 4 points essentiels qui ont été donc proposés par les Américains tout de suite. Reconnaissance des territoires sous contrôle russe, assouplissement des sanctions anti-russes et pour finir, le renoncement à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est ce qui a filtré des négociations entre Américains et Européens. Les États-Unis pourraient céder cela aux Russes dans le cadre de la signature de la fin des hostilités. Selon plusieurs organes de presse américains,
Washington a présenté un plan aux Européens durant les pourparlers de Paris. Le conflit serait à terme gelé, date du cessez-le-feu, dans quelques semaines dans l'idéal. Dans le plan présenté aux responsables européens, les territoires du Donbass, de Lugansk et de Donetsk, ainsi que la Crimée sont tous sous souveraineté russe. Pour Moscou, c'est un véritable jackpot. Par ailleurs, les Américains seraient prêts à lever les sanctions qui touchent l'économie russe depuis 2022, une façon de préparer l'après-guerre et d'établir les bases d'une coopération économique renouvelée. Dernier point et pas des moindres, la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'adhésion de celle-ci a été promise par l'Union européenne à Zelensky. Il n'en sera rien d'après les responsables américains en charge des négociations. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a représenté un point de discorde entre l'Occident et la Russie depuis la fin des années 2000, dont le paroxysme a été atteint en 2022. Pour Moscou, une potentielle adhésion de l'Ukraine équivalait à un casus belli, une ligne rouge à ne pas franchir. Ces négociations mettent en exergue la différence entre la vision américaine et européenne. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, Européens et Ukrainiens veulent poursuivre sur la voie de la guerre. Alors, Manuel Pouchelet, on l'aura compris, d'abord, il y a 4 points essentiels qui émergent, et non pas des moindres. Gel du conflit, reconnaissance des territoires libérés par la Russie comme étant russes, donc depuis 2022. Troisième point, assouplissement des sanctions anti-russes. Si, bien sûr, il y a quand même une condition des Américains. Si Poutine accepte le cessez-le-feu permanent, c'est comme ça que ça a été cité, je ne ramène rien de moi. Et surtout, renoncement à l'adhésion à l'OTAN. C'est-à-dire, on va se rendre compte, Manuel Pouchelet, que ce sont 4 points sur lesquels, pendant 3 ans, l'Union européenne n'a cessé de tabler. Et surtout, le 4e point, c'est un point qui a été on a fait miroiter à l'Ukraine que c'était possible plus ou moins une adhésion à l'OTAN et même à l'Union européenne. Alors tout ça, ça a été déconstruit en l'espace de quelques moments. Pensez-vous que ce plan-là sera accepté par l'Ukraine, par exemple? Ou est-ce que c'est important qu'il soit accepté par l'Ukraine? Moi, je pense qu'il est important que ce plan soit accepté par l'Ukraine, puisque l'Ukraine, je vous le rappelle, tout comme les Russes, ont eu énormément de morts dans ce conflit. Oui. La communauté internationale s'en est inquiétée. Ensuite, bien sûr, je pense qu'il est temps de tourner la page. Mais vous savez, comme je le dis souvent sur vos programmes, nous ne sommes plus habitués au temps long. Et c'est ce qui agace peut-être aussi l'administration américaine, puisque cette guerre, elle a commencé il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, Donald Trump, rappelez-vous, dans son discours politique, disait « Je suis capable d'arrêter la guerre en 24 heures ». Oui. Force est de constater que celui qui lui fixe les limites, c'est M. Poutine pour l'instant. Donc c'est M. Poutine qui a toutes les cartes avec les atouts en main pour négocier. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, M. Zelensky, l'adhésion à l'OTAN, je pense que les Européens viennent enfin de comprendre que c'est un plan qui ne fonctionnera jamais, puisque ce serait une ligne rouge qui serait franchie et forcément la Russie, on va dire, frapperait peut-être un peu plus fort et même on a craint dans les capitales européennes des frappes sur certains pays d'Europe, si vous voulez. Donc je pense qu'il est temps de passer à la désescalade. Il faut que malheureusement la paix en Ukraine se fasse. Peut-être que M. Zelensky a réussi à, on va dire, entre guillemets, à contenir l'avancée russe sur son territoire en tant que chef de guerre. En revanche, il n'a peut-être pas les qualités requises pour être un chef de la diplomatie et parler de négociations de paix. Je pense qu'il est temps que ce conflit cesse, puisque vous savez que les Américains sont d'habiles commerciaux. Ils ont peut-être aussi réussi à démontrer à l'Ukraine qu'elle pouvait également être bénéficiaire de cette solution. Pourquoi ? Puisque l'Ukraine est une sorte de hub logistique et gazier pour lequel elle pourrait aussi tirer des revenus. Donc quelque part, c'est une sorte de paix qui, je l'espère, va rester s'inscrire sur le temps long, puisque vous savez, l'histoire démontre le contraire. Les pays qui ont été amputés de leur territoire, tôt ou tard, vont de nouveau déclencher une guerre dans les 10 à 15 ans qui viennent. Maintenant, espérons que les Américains aient pris en compte, on va dire, cette situation et aussi les spécificités de l'histoire de l'Union européenne et de l'Europe en général, ainsi que de l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Maintenant, vous mettez aussi entre guillemets, vous soulevez un gros problème, c'est qu'on a aussi des différences culturelles qui, elles, ne se traitent pas forcément
au cours de réunions d'envergure ou internationales. Maintenant, espérons que M. Zelensky accepte. Pour l'instant, nous n'avons pas encore entendu sa voix. Eh ben, tout à fait. On n'a pas encore entendu sa voix. Bien sûr, il y a un côté russe qui s'est exprimé, puisque de toute façon, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a commenté quand même les négociations dans la capitale française, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Marco Rubio étant là-bas, que la Russie s'attendait à ce que les Européens et les Ukrainiens s'orientent vers la recherche d'une solution pacifique. Je le cite. Aujourd'hui, selon lui, ils poursuivent la voie de la guerre. Nous rejoint donc à l'instant même Dimitri de Koshko, journaliste français. Dimitri de Koshko, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors voilà, pour dire, voilà, donc un plan américain pour une sortie de crise et surtout pour une paix durable et un cessez-le-feu permanent. Selon vous, Dimitri de Koshko, la balle en ce moment, elle est dans le camp de qui? De quel parti? Serait-elle dans le camp, par exemple, des Russes? Il y a une question de vocabulaire là qui répond un peu à votre question. Ce n'est pas une paix durable qu'il propose. Un cessez-le-feu durable. C'est un cessez-le-feu. Et c'est un cessez-le-feu qui ne serait proclamé à l'heure actuelle, en tout cas, que d'un seul côté. Et dans ce cas-là, c'est pas un cessez-le-feu. C'est ou bien une reddition, ou bien un ultimatum. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une proposition de paix durable. Parce que pour qu'il y ait une paix durable, il faut s'attaquer aux causes mêmes du conflit. Or, ces causes-là, elles remontent à bien plus tard, bien avant 2022 et l'opération militaire spéciale. N'oubliez pas que la guerre durait déjà depuis 2014, puisque c'était le régime de Kiev qui attaquait ses propres concitoyens dans le Donbass. D'autre part, la façon de traiter la population, justement, d'origine russe, en quelque sorte, russophone, de l'Ukraine par les idéologues de l'Ouest, est une des raisons de cette guerre et la menace d'un nettoyage ethnique tel qu'il devait être pratiqué, justement, en mars 2022, a provoqué l'opération militaire spéciale. Alors maintenant, incontestablement, il y a une avancée dans la reconnaissance des territoires qui ont voté pour leur appartenance à la Russie. Maintenant, il y a plein d'autres questions de détail qui ne sont pas réglées. D'autre part, comme vous l'avez bien souligné à juste titre, au niveau des Ukrainiens, M. Zelensky, qui n'a plus aucune légitimité comme président, ne peut décider d'à peu près rien parce que ce sont ceux qui l'entourent, et notamment les éléments les plus extrémistes, qui décident visiblement de la suite des événements. Et il faudrait savoir ce qu'il en est des Britanniques. N'oubliez pas que c'est M. Johnson qui a fait capoter la première tentative de paix qui aurait épargné beaucoup de morts si elle avait abouti à la fin mars, début avril 2022. Et d'autre part, il faudrait savoir ce qu'il en est de l'intérêt de ceux qui ont gagné beaucoup de sous, notamment du côté des oligarques et des dirigeants ukrainiens, dont sans doute M. Zelensky lui-même, à quelle paix ils peuvent avoir en sachant où se retirer sans risquer leur vie. Or, ça, c'est pas du tout acquis pour eux. Hein. Alors, pour un petit peu aller dans ce sens, même sens d'idée, Dimitri de Koshko, est-ce que vous pensez que, par exemple, sur les 4 points, à savoir le gel, par exemple, du conflit, la reconnaissance des terres libérées ou des territoires libérés par les Russes comme étant russes, et on parle beaucoup plus des régions de l'Est donc de la Russie, l'assouplissement des sanctions, si bien sûr Moscou accepte un cessez-le-feu permanent, et surtout le renoncement de l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Est-ce que vous pensez que ce sont 4 points qui jouent en faveur aujourd'hui de Moscou et que ça serait donc des propositions tout bénef pour Moscou? Ou doit-on les lire autrement? Tout le grand problème, je ne crois pas que là on en est à tout bénef. On est au début d'une négociation. Oui. N'oubliez pas qu'il faut pour tout ça aussi qu'il y ait un climat de confiance.
Vous savez le nombre de traités qu'ont fait les Américains avec les populations amérindiennes? Plus de 200, et aucun n'a été respecté. Et pour ce qui est de la promesse de ne pas étendre l'OTAN à l'Est, qui avait été faite à M. Gorbatchev, vous avez vu ce qu'il en est. D'autre part, les accords de Minsk, qui ont été signés 2 fois en fait, eh bien, ils ont été eux aussi violés, et il a fallu que Mme Merkel et M. Hollande confirment que ces accords de Minsk n'étaient destinés que à augmenter les capacités militaires de Kiev et y installer notamment des laboratoires de guerre chimique, soit dit en passant, et biologique en Ukraine, pour que les gens comprennent ce que c'était la façon de respecter les accords de Minsk. Donc simplement dire on fait un cessez-le-feu pour toujours, etc., ça ne suffit pas de le dire comme ça. Il faut aussi qu'il y ait quand même un certain nombre de garanties. D'autre part, geler le conflit, ça veut dire une solution à la coréenne ou à la chypriote, si vous voulez. Ça ne veut pas dire du tout que ça va arranger Moscou, parce que si c'est pour repartir dans une guerre dans 5-6 ans, c'est pas la peine. Moscou veut un arrangement. Son arrangement, ils l'ont exprimé très clairement en décembre 2021 avec la proposition d'une négociation de sécurité européenne et globale, une sorte, alors on a caricaturé les choses, mais au moins ça passe, une sorte de nouveau Yalta, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire une sécurité qui prenne en compte les intérêts de toutes les parties, y compris de la Russie. Même si on considère que les Russes sont des sous-hommes, que ce sont des maladroits, des ivrognes, de tout ce que vous voulez, il n'empêche que les Russes, ils tiennent à leur sécurité, ils tiennent à leur pays, ils tiennent à leurs ressources en matière première. Ils savent bien que beaucoup d'Occidentaux, et notamment de dirigeants occidentaux et économiques et politiques, considèrent que ce qui est important en Russie, c'est les matières premières et que la population est beaucoup trop nombreuse pour exploiter ces matières premières. Une madame Thatcher l'avait dit, par exemple. Oui. D'autres l'ont dit depuis aussi. Donc, vous voyez, c'est ça qui commande quand même les Russes, aujourd'hui en tout cas. Bien sûr qu'il y a parmi les Russes des oligarques, comme on dit, compradors, c'est-à-dire dont les intérêts sont liés totalement aux oligarchies occidentales. Et ceux-là font pression, évidemment, pour accepter n'importe quoi, notamment la levée des sanctions, parce que eux, ça leur permettrait de profiter à nouveau de leur yacht et de leur compte offshore. Oui. Mais la levée des sanctions, vous savez, elle est discutable pour la Russie, parce que c'est en partie grâce aux sanctions qui, évidemment, ont nui à la Russie et nous nuisent à tous, nous, Européens, parce que, bien évidemment, c'est nous, les Européens, qui sommes les plus grandes victimes des sanctions contre la Russie. Mais il est bien évident que les sanctions ont aussi beaucoup profité à la réindustrialisation de la Russie et à la reprise en main de son développement économique. Très bien, on va y revenir justement. Vous avez dit que les négociations, généralement, on n'en est qu'au début, que ça demande beaucoup de temps, et vous avez donné les exemples qu'il fallait. Sauf que là, on a remarqué dans les déclarations qui ont été publiées ici et là, depuis donc la visite de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, Manuel Pouchelet, qui vient de faire quand même des déclarations à Paris, qui s'apparenteraient beaucoup plus à des mises en garde. D'ailleurs, on se demande pourquoi ce temps de mise en garde aux Européens. Est-ce que parce que peut-être les Américains considèrent que s'il y a quelqu'un qui fait perdurer cette guerre, c'est peut-être les Européens? C'est juste pour citer Marco Rubio, qui disait qu'il est temps aujourd'hui et que les États-Unis pourraient prendre des décisions les jours qui viennent, de passer à autre chose si aucune avancée n'est faite. Ce n'est pas notre guerre. Donc, vous voyez, ce sont des phrases quand même assez claires et assassines, Manuel Pouchelet. Ce sont des phrases qui reprennent le verbatim diplomatique des États-Unis, j'allais dire, depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Américains avaient une grande crainte, c'est que le conflit de la victoire sur l'Allemagne, et même d'ailleurs, ils avaient été très critiques
en 1919 avec le traité de Versailles, où ils savaient pertinemment qu'une guerre allait reprendre en Europe. Et là, si vous voulez, on est à peu près dans le même cas de figure. Oui. Les Américains emploient le terme de fermeté parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a des Européens et des dirigeants européens, d'ailleurs, même l'Union européenne se divise sur le sujet. Regardez, vous avez des premiers ministres comme Viktor Orban qui veulent que ça cesse aussi. Pourquoi ? Parce que son économie est touchée de plein fouet. En même temps, bon, il est plus ou moins phagocyté par d'autres enjeux. Maintenant, il faut être très précis sur ce sujet-là. Les Américains, quand ils envoient des warning signs, c'est-à-dire que la situation les agace. D'accord ? Ça, il faut bien le prendre en compte. Maintenant, je pense que Donald Trump a aussi, même M. Rubio, d'autres échéanciers, notamment au Moyen-Orient et surtout en Asie, où là, la situation est beaucoup plus préoccupante. Mais en même temps, il souhaite aussi que les Européens cessent ce caractère de belliqueux et d'agressif. D'ailleurs, ce sont les propos qui avaient été soulignés par M. Lavrov, qui avait dit « nous ne pouvons pas faire la paix avec des gens qui sont agressifs », si vous voulez. Donc, quelque part, on a également la Russie qui a bien compris l'enjeu. Mais aujourd'hui, l'Union européenne patauge, patine. On a cette OTAN qui, au début du conflit, rappelez-vous, on avait décidé qu'il était ou déclaré en état de mort cérébrale, si je reprends les termes du président français. Maintenant, on a de nouvelles échéances que les États-Unis nous fixent, mais les États-Unis souhaitent aussi la paix rapidement en Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment que sous d'autres latitudes, ils auront besoin du soutien européen. Et c'est pour cela que, grâce, on va dire, malheureusement, je ne sais pas si c'est grâce à ou à cause d'eux, ce conflit, en tout cas, a mobilisé de manière un peu plus efficace les Européens sur leur industrie de défense, parce que quand vous regardez cette guerre en Ukraine, les industries de défense européennes ont quasiment obtenu 70% de chiffre d'affaires en plus. Ce n'est pas négligeable. Donc, si vous voulez, il faut bien que ça profite à quelqu'un, cette affaire de conflit en Ukraine. Oui. En même temps, ça a remobilisé, si vous voulez, l'outil d'industrialisation au niveau de la France, au niveau d'autres unités. Mais maintenant, moi, j'allais dire, vous savez que j'aime bien souvent conclure mes propos sur des proverbes. Et là, j'appliquerai, si vous voulez, peut-être le proverbe arménien qui est « le mouton aura craint le loup toute sa vie et c'est le berger qui va le manger ». C'est ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous, les plans américains, les 4 points je ne sais plus le nombre de points qu'avait le président Wilson, c'est pour leur dire « halte là, maintenant vous cessez, vos simagrées et il est temps de signer ». Même si cela ne vous plaît pas, de toute façon, Russes, Américains et même Chinois derrière tout ça finalement, oui. Il est temps que l'on se mette à la table des négociations, que l'on trouve un compromis de paix. Je vais plutôt parler, moi, de compromis de paix. La paix, il est encore trop tôt pour la signer. Il y a d'abord des blocages tenaces qu'il va falloir éliminer un par un comme des points durs qui, pour l'instant, malgré l'utilisation de certaines stratégies dans les rouages, ne dupent personne en tout cas. Oui, très bien. Dimitri Dokochko, peut-être qu'on va conclure, donc je vous demanderai juste d'être un peu bref. On a l'impression que quand même dans ce dossier, Washington s'impatiente, qui ne fait pas preuve de beaucoup de patience, en d'autres termes, et d'autant plus que Trump, dès son arrivée au pouvoir, et son ascension au pouvoir bien entendu, il avait dit que cette guerre n'était pas celle des États-Unis. Est-ce que vous pensez que finalement Trump et l'administration des États-Unis de Washington refusent d'endosser ce dossier ukrainien qui, selon plusieurs déclarations faites auparavant, est de toutes pièces alimenté, comme l'a dit Trump par le passé, par l'Union européenne. Qu'en est-il de tout ça ? Alors, incontestablement, ce n'est pas la guerre de Trump. Ça, oui, c'est vrai. Tout à fait. Il le signale suffisamment. Et je crois que c'est vrai que lui voudrait bien que ça s'arrête rapidement. Maintenant, le problème, c'est que ça ne dépend pas que de lui et que le temps ne joue pas en sa faveur à lui. Et je pense même que d'ailleurs, au sein même des États-Unis, il y a sans doute des gens, notamment dans le camp des démocrates et des oligarques qui sont contre Trump, qui préfèrent gagner du temps pour tenir jusqu'aux midterms, comme ils disent, pour essayer de renverser la majorité trumpienne afin de pouvoir soit continuer la guerre s'ils l'estiment nécessaire et possible, dans de bonnes conditions, soit arriver à renégocier d'autres choses et en tout cas à ne pas laisser Trump bénéficier de la fin du conflit ou au moins de son affaiblissement. Maintenant, encore une fois, je pense que les Russes ne se contenteront pas d'un simple gel du conflit. Ils veulent la paix. Ils ne veulent pas
un gel du conflit et un système coréen qui va durer des décennies avant que les Ukrainiens et les Américains derrière eux reprennent la guerre pour s'emparer des matières premières de la Russie. Très bien, en tous les cas, vous avez été vraiment bref et concis, Dimitri de Koshko. Je rappelle que vous êtes journaliste français. Merci également à Manuel Pouchelet, je rappelle, expert en géopolitique militaire qui était avec nous. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. On se retrouvera, si Dieu le veut, pour d'autres numéros de l'Échiquier international. Demain, vous retrouverez bien entendu Kerim Bouaziz. Au revoir.